Utiliser les formules sur Excel, c'est un peu comme détenir des pouvoirs magiques. Parce qu'avec les formules, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mais surtout, tout peut changer selon l'utilisation qu'on en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te donner les 10 formules les plus importantes que tu dois absolument maîtriser sur Excel. Mais surtout, je vais te donner des exemples concrets pour que tu comprennes bien comment utiliser chacune d'entre elles de manière ultra simple et limpide. Pas la peine de prendre des notes, tu pourras télécharger un récap en fin de vidéo si tu veux. Allons-y. On va tout de suite démarrer avec la formule 6. C'est un indispensable d'Excel et ça va tout simplement te permettre de changer la valeur qui va être affichée dans une cellule selon une condition. Si tu regardes la formule, tu vois qu'en fait, elle est composée de 3 éléments, ce qu'on appelle des arguments. Il y a dans un premier temps le test logique, ensuite il y a la valeur si vrai, puis la valeur si faux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, le premier élément, c'est un test logique. C'est simplement quelque chose qui doit te renvoyer soit vrai, soit faux. Si c'est ni l'un ni l'autre, eh ben, c'est pas un test logique. Un test logique, ça peut simplement être 2 plus 2 égale 4. Si je fais ça, ça m'affiche vrai. Par contre, si j'écris 2 plus 2 égale 5, et ben dans ce cas-là, ça m'affiche faux, tout simplement parce que l'égalité que j'ai mis ici est fausse. Et donc, dès que ton test logique te renvoie soit vrai, soit faux, et ben c'est que tu es sur la bonne voie. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, si ça te renvoie un nombre ou du texte, eh ben, ça va pas marcher. Donc on est dans la situation où j'ai un tableau avec des numéros de commande et des dates de livraison. Ce que je veux avoir, c'est savoir simplement si la commande a été livrée ou non. Et pour ça, je vais simplement me baser sur la date du jour. Et d'ailleurs, si tu écris la formule égale aujourd'hui, comme ça, et là tu vas juste fermer les parenthèses sans rien mettre entre deux, ça te met la date du jour où je tourne cette vidéo, qui est le 29 janvier 2024. Donc à partir de ça, on va pouvoir vérifier à l'aide de la date du jour et de la date de livraison si oui ou non la commande a été livrée. Et pour bien t'aider à comprendre les tests logiques dans la formule-ci, on va d'abord commencer par faire uniquement le test logique. Pour ça, je vais simplement regarder si la date présente dans ma colonne B, elle est inférieure ou égale à la date du jour, et si c'est le cas, ça veut dire que la commande a été livrée. Sinon, ça veut dire qu'elle n'a pas été livrée. Donc je vais simplement écrire égal, je sélectionne ma cellule qui contient la date de livraison, et là je mets inférieur ou égal, et maintenant je vais mettre la date aujourd'hui, comme ça. Je l'écris, je ferme la parenthèse, et j'appuie sur Entrée. Je vois que c'est écrit vrai et c'est normal parce que ma date de livraison, elle est inférieure à la date du jour. Et si j'étends la formule, on va voir qu'on va avoir des résultats différents selon les dates. Donc là, le 4 avril, eh ben, c'est dans le futur par rapport au 29 janvier, donc c'est bon, ça n'a pas encore été livré. Le 30 mars, pareil. Toutes les dates où c'est écrit vrai, on voit que c'est des dates qui sont situées avant cette date du 29-01. Donc maintenant, ce qu'on a écrit ici, eh ben, c'est notre test logique, c'est ça qu'on va devoir mettre à l'intérieur de notre formule-ci. Du coup, je vais juste le copier et je vais écrire ma formule. J'écris si, je mets mon test logique, donc si la cellule B2 est inférieure ou égale à aujourd'hui, qui nous renvoie donc la date du jour. Ensuite, il faut simplement que j'indique la valeur si vrai. C'est simplement ce qui va s'afficher si cette condition, le test logique, il est vrai. Donc là, si la commande a été livrée. Et ben moi, je vais simplement écrire livré comme ça, qu'on met entre guillemets, et après pour la valeur si faux, je vais écrire en attente. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée et je vais dérouler ça jusqu'en dessous et on voit que à chaque fois qu'on avait indiqué vrai, eh ben le statut a été remplacé par livré et quand c'était indiqué faux avec notre test logique, maintenant ça indique en attente. Maintenant on va passer à la deuxième formule, c'est la recherche X et attention si t'as pas une version d'Excel qui contient cette formule là, t'inquiète pas, juste après je te montre quel est l'équivalent sur les versions d'Excel antérieures. On est dans la situation où j'ai un tableau avec des numéros de facture, j'ai des dates de facture et j'ai des montants hors taxes. Ce que je veux faire, c'est simplement pouvoir, à l'aide d'un numéro de facture que je mets dans cette cellule-ci, récupérer le montant hors taxe en face. Et bien pour ça, c'est très simple, on va utiliser la formule recherche X, on ouvre la parenthèse et là, ça nous demande tout d'abord la valeur recherchée. Et bien la valeur recherchée, c'est simplement notre numéro de facture. On a indiqué ça à Excel, mais maintenant il faut lui indiquer où est-ce qu'il va aller chercher ça. Et bien en fait, on lui donne la colonne qui contient les numéros de facture ici. Comme ça, lui, dès qu'il va trouver le numéro de facture F-8005 dans cette plage-ci, il va s'arrêter. Et ensuite, il va nous renvoyer une valeur qui est située sur la même ligne. Mais il faut lui indiquer sur quelle colonne se situe cette valeur-là. Et bien pour ça, c'est assez simple. On met un point-virgule et on va aller chercher ici nos montants hors taxes. Donc là, on a 3 arguments qu'on a utilisés. On a valeur recherchée, c'est le numéro de facture. Le deuxième, c'est le tableau de recherche, là où on va rechercher notre numéro de facture. Et ensuite, le tableau renvoyé, c'est-à-dire ce qu'on veut récupérer comme élément, ce qui va s'afficher à la place de notre formule. Maintenant qu'on a mis ça, on n'a plus qu'à fermer la parenthèse. On appuie sur Entrée et c'est bon, on a récupéré 27 700 qui correspond bien au montant hors taxe de la facture F8005. Et si je vais changer de numéro de facture, que je vais mettre par exemple le F-4299 qui est sur la ligne 12, on récupère bien 1200 qui est le montant qu'on a
juste ici. Donc ça, c'est la formule recherche X, elle est bien plus simple que la formule recherche V. Donc si tu as la possibilité d'utiliser recherche X, je t'en prie, utilise-la, parce que recherche V, c'est une formule qui est pas très bien faite, qui est très sensible à la casse, parce que si tu insères ou tu supprimes une colonne dedans, ça va pas marcher. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, tu peux aller voir si tu veux plus d'explications. Et maintenant, on va parler de la formule index equiv, qui est en fait la grande sœur de recherche X. Parce que quand Microsoft s'est rendu compte que plus en plus de personnes utilisaient les formules index et equiv pour remplacer recherche V, ils se sont dit, bon, on va créer la recherche X. Mais en attendant, c'est super important de comprendre comment fonctionne index equiv et de la maîtriser au cas où demain tu tombes dessus sur un fichier d'un de tes collègues. Alors la formule index equiv, c'est simplement deux formules qui sont mises ensemble et qui te permettent tout simplement d'obtenir le résultat que tu veux de la même manière qu'une recherche V, mais en plus simple et en plus fiable. Je vais déjà commencer par t'expliquer la formule equiv. Celle-là, elle te permet de récupérer le numéro de ligne sur lequel se situe un élément donné. Donc on va simplement commencer à écrire equiv, et là ça nous demande la valeur recherchée, et ben ici ça va être notre numéro de facture, parce qu'on fait comme dans l'exemple précédent, on va chercher par le numéro de facture pour récupérer un montant hors taxe. On cherche le numéro de facture et ça nous demande le tableau de recherche, c'est-à-dire où se situe ce numéro-là. Et ben là on va lui mettre toute la colonne ici, et ensuite on a le type de recherche, là ici, mais toujours un 0, comme ça tu auras une correspondance exacte et ça va t'éviter pas mal de problèmes. Tu fermes la parenthèse et là ça te renvoie 7. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la plage que tu as sélectionnée, la facture 8005 qu'on recherche ici, eh ben, elle est située sur la 7e ligne. Alors tu es peut-être en train de te dire, oui mais Thomas c'est ligne 8, mais en fait on a commencé notre recherche à partir de la ligne 2. Tu vois qu'on démarre à A2, et donc c'est pour ça que ça commence à calculer à partir de 1 ici. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a notre numéro de facture ici. C'est comme ça que ça va fonctionner. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la formule index? Elle te permet tout simplement de récupérer un élément d'une plage de données selon son numéro de ligne. Donc on va faire l'exemple ici, on utilise la formule index, on ouvre la parenthèse, et là ça nous demande la matrice. C'est simplement là où se situe la donnée qu'on veut récupérer. Nous, c'est le montant hors taxe. On met un point virgule et ensuite, ça nous demande le numéro de ligne. Et ben là, on n'a qu'à pointer vers le résultat de la formule equiv qu'on a ici. Je ferme ma parenthèse et donc on récupère 27 700 qui correspond bien au montant hors taxe de la facture 8005 qu'on a recherché à l'aide d'equiv. Et pourquoi ça a récupéré le montant? Et ben parce que c'est le 7e de cette liste-là qu'on a délimité. Et donc, pour utiliser la formule index equiv, t'es pas obligé de le faire sur deux cellules séparées, tu peux les combiner ensemble. Ça ressemble à ça. T'écris égal index, tout la parenthèse. Maintenant, tu vas mettre directement l'endroit où se situe la donnée que tu veux récupérer. Ici, c'est le montant hors taxe. Tu mets un point virgule et là, tu vas écrire equiv. Maintenant, tu vas mettre la valeur que tu souhaites rechercher. Moi, c'est le numéro de facture. Tu mets un point virgule, tu mets le tableau où se situe cette valeur-là. Tu mets ensuite un point virgule, un 0 pour avoir une correspondance exacte. Et là, tu vas fermer une fois, deux fois la parenthèse parce qu'il faut la fermer pour equiv et également pour index. Tu appuies sur entrée et tu récupères bien ton montant comme ça. Grâce à cette combinaison de formules, ça va pouvoir t'éviter tous les problèmes qu'une recherche V pourrait causer dans tes fichiers. Et maintenant, passons à la formule somme.si.ans. Ça te permet de faire une somme selon une ou plusieurs conditions. Donc d'additionner des éléments s'ils répondent à un critère. Tu connais peut-être déjà la formule somme.si et moi je te parle uniquement de somme.si.ans pour la simple et bonne raison qu'elle te permet à la fois de chercher selon un ou selon plusieurs critères, alors que somme.si, c'est toujours selon un critère. Comme ça te fait une seule formule à connaître et à retenir pour tous les cas d'utilisation que tu aurais. Donc ici, j'ai un tableau dans lequel j'ai des factures, j'ai des articles qui ont été vendus et j'ai le montant hors taxe en face. Ce que je vais faire, c'est obtenir le total des articles bureaux qui ont été vendus. Pour ça, on va utiliser la formule somme.si.ans, on ouvre la parenthèse, et là, ça nous demande dans un premier temps la plage somme, c'est-à-dire quelle est la plage sur laquelle on va vouloir additionner les éléments. Ici, c'est ma plage montant hors taxe, je mets un point virgule, et maintenant on a l'argument plage critère 1. C'est simplement l'endroit où se situent les critères qui vont te permettre de délimiter. Ici, moi, c'est le fait que l'article soit un bureau. Donc, je vais simplement sélectionner ma colonne qui contient les différents articles. Je mets un point virgule, et là, ça me demande quel est le critère qui va avec. Et ben moi, c'est le bureau. Je ferme la parenthèse. Et ensuite, j'appuie sur Entrée, et là, on obtient 67 200. On va faire une petite vérification en additionnant les différents éléments sur lesquels on a un article qui est bureau, et on voit bien que la somme en bas est de 67 200, donc là, ça fonctionne hyper bien. Mais tu es peut-être en train de te dire, pourquoi c'était écrit plage critère 1 et critère 1? Et bah parce qu'en fait, dans somme.si.ans, tu vas pouvoir utiliser plusieurs critères pour faire ta somme. Donc ici, on n'en a utilisé qu'un seul, mais c'est tout à fait possible d'en utiliser deux. Tu vois qu'ici, on a maintenant plage critère 2, et en fait, ça va toujours fonctionner par paire
critères et plage critères qui vont ensemble. Des critères dans une somme.si.ans, tu peux en ajouter énormément. Le conseil que je te donne sur l'utilisation de cette formule-là, c'est de bien faire attention à ce que les plages que tu délimites, elles aient bien la même taille, elles commencent et elles se terminent au même endroit. Et attention, tu vas pas pouvoir mixer des lignes et des colonnes dans tes critères. Ça va pas fonctionner avec cette formule-ci. Il faudrait que tu utilises une somme prod conditionnelle. Et là, c'est un petit peu plus compliqué que le sujet de cette vidéo actuelle. Pour rester dans le thème des formules conditionnelles, je vais te parler de la formule nb.si.ans, ce qui va pas te permettre d'additionner des cellules selon un critère, mais de compter le nombre de cellules qui répondent à tous ces critères. Ce que je vais faire ici, c'est simplement compter le nombre de factures dont l'article est un ordinateur et dont le montant minimum est de 30 000 €. Pour ça, je vais simplement écrire nb.si.ans. J'ouvre la parenthèse, et là tu vois que contrairement à la formule somme-si-ans, ça me demandait la plage sur laquelle je voulais faire la somme. Et là, il n'y a pas besoin, on va directement partir sur les plages de critères. Donc on a notre première plage de critères qui va être ici les articles. Et on veut compter le nombre d'ordinateurs qu'il y a dedans. Là, je vais juste faire ça dans une première partie. On obtient 4, ça veut dire qu'il y a 4 factures qui concernent l'article ordinateur. Mais j'ai pas pris en compte le montant minimum. Et bien pour ça, je vais simplement rajouter un deuxième critère ici. Donc ça fonctionne toujours par couple, plage et critère. Et là maintenant, je vais sélectionner le montant hors taxe. Et pour bien délimiter ce critère de supérieur à un certain nombre, et ben je vais écrire littéralement supérieur ou égal à, comme ça, dans ma formule. Je mets bien entre guillemets pour que ça puisse bien fonctionner. Et là, il faut mettre le signe et pour combiner les deux. C'est très important, sinon ça fonctionnera pas. Et là, tu as juste à mettre ton montant ici, tu appuies sur entrée et tu vois qu'il n'y a plus que 2. Si maintenant je vais changer ce montant et je vais mettre plutôt 25 500, on voit que maintenant ça va actualiser et ça a mis 3 factures qui correspondent à ces deux critères à cet endroit-là. Donc dans cette formule, le fonctionnement il est similaire à ce que tu peux voir sur somme.si.ans, sauf que là, tu n'as pas besoin d'indiquer une plage dont tu vas faire la somme, puisque c'est directement tes plages de critères qui vont servir à délimiter le nombre de ce que tu veux calculer. Formule tout à fait différente, c'est joindre.text, qui va te permettre de regrouper au sein d'une seule et même cellule plusieurs données en mettant un délimiteur à chaque fois entre deux. Je te montre. Imagine-toi que tu as toute une liste d'adresses email, tu en as une cinquantaine. Le problème, c'est que tu veux leur envoyer un mail à tous, mais tu vas devoir les copier un à un dans Outlook parce que ça ne va pas bien fonctionner sinon. Et bien la solution, c'est de faire en sorte d'avoir tous ces emails là dans une seule et même cellule avec un point virgule en séparateur, puisque c'est ce qui est utilisé pour séparer les adresses email dans les logiciels d'envoi d'email. Donc pour ça, on va écrire joindre.text. Tu ouvres la parenthèse et là, ça nous demande directement quel est le délimiteur. On va mettre un point virgule comme ça entre guillemets. Ensuite, ça nous demande si on veut ignorer les cellules vides. Moi, je vais mettre vrai parce que ça veut dire que si tu as une cellule vide dans ta liste, eh ben, ça va mettre tout simplement du vide entre deux points virgule. Donc, c'est pas très utile. On met vrai et maintenant, on remet un point virgule et ensuite, ça nous demande de sélectionner notre plage. Et ben là, on va simplement sélectionner toute cette plage-ci. On va aller de A2 jusqu'à A51. On ferme la parenthèse. Et là, dans une seule et même cellule, j'ai bien récupéré toutes mes adresses email comme ça. Et ça fonctionne hyper facilement. Et ça, tu peux l'utiliser pour des adresses email, tu peux l'utiliser pour recomposer des adresses. Il y a plein de cas d'utilisation variés sur cette formule-là. Et maintenant, je vais te parler de la formule si erreur. Et c'est une formule qui est hyper importante parce qu'elle va te permettre de remplacer une erreur par le message que tu veux. Parce qu'en fait, dans Excel, ça peut être normal d'avoir une erreur. Parce qu'ici, j'ai un tableau dans lequel je vais retrouver des numéros de facture, des montants et une date de paiement. Le truc, c'est que sur certaines lignes, eh ben, j'ai un dièse NA qui s'affiche. Mais c'est tout à fait normal, c'est parce que ma date de paiement, je vais la récupérer dans un deuxième tableau qui se situe juste ici, où on retrouve nos dates de facture et nos dates de paiement. Et donc, si une facture n'a pas été payée, elle n'est pas présente dans ce tableau-là. Et donc, c'est normal qu'on récupère l'erreur dièse NA parce que ça veut simplement dire que ça n'a pas trouvé le numéro de facture dans le tableau de recherche. Et c'est tout à fait normal vu qu'elle n'a pas été payée. Mais pour avoir des tableaux un peu plus propres et un peu plus pro, qu'on puisse pas venir te dire attention, il y a une erreur à cet endroit-là, ça va pas, et ben tu peux simplement modifier ce qu'Excel va t'afficher à la place de cette erreur-là avec la formule si erreur. Et la formule si erreur, elle est très facile d'utilisation. Tu vois qu'ici, j'ai fait une formule index equiv pour récupérer ma date de paiement et ça m'a renvoyé un dièse NA, c'est normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire simplement devant si erreur, j'ouvre la parenthèse et là, on a l'argument valeur, c'est simplement la formule sur laquelle on veut l'appliquer. On va mettre un point virgule et ensuite on a valeur si erreur. Du coup, ça veut dire que ça va remplacer toute erreur que la formule pourrait générer par le message qu'il y aura à cet endroit-là. Et moi, je vais mettre en attente de paiement. Comme ça, avec cette petite formule, on a pu remplacer tous les messages d'erreur qui s'affichaient dans ton tableau et c'est un look bien plus pro, bien plus fiable parce que si après une personne voit ton fichier, elle se dira pas qu'est-ce qu'elle a fait, il y a des messages d'erreur partout, c'est pas normal. Là, c'est tout de suite hyper clair et très professionnel. Maintenant, on va parler de la formule SUMPROD. C'est une formule qui peut un peu faire peur au début, mais en fait, elle reste assez simple. C'est juste que tu pourras avoir des cas d'utilisation très complexes quand tu vas vouloir faire des calculs conditionnels derrière, mais ça, je garde le sujet pour une autre vidéo. Et imagine que tu es dans le cas suivant. Tu as une liste de financement avec chacun une commission à reverser à quelqu'un derrière.
Le truc, c'est que tu vas devoir calculer le total des commissions. Donc au lieu d'aller calculer le financement multiplié par le taux de commission, de faire ça à chaque fois et ensuite d'aller faire une somme sur le tout qui va te donner le total des commissions, eh ben tu peux le calculer directement avec une formule SOMPROD qui va en fait faire la même chose. Tu as juste à écrire égal SOMPROD, tu ouvres la parenthèse, et là dans les arguments, tu vois que tu as matrice 1, matrice 2, matrice 3, c'est simplement les différentes plages que tu vas multiplier entre elles. Petit aparté, si ça te fait peur le terme matrice, t'inquiète pas, une matrice dans Excel c'est juste une plage. Donc ici on a la première matrice, on va prendre les financements, on va mettre un point virgule, on va mettre notre deuxième matrice, et ensuite on va mettre notre deuxième matrice, ici le taux de commission. On ferme la parenthèse et là on obtient tout de suite le même résultat qu'avec le calcul qu'on avait fait précédemment. Donc concrètement, la formule SOMPROD, tu vas lui indiquer deux plages et elle va simplement multiplier chacun des éléments entre eux qui sont sur la même ligne, puis les additionner. Donc là ça va faire 101 000 fois 9%, plus 379 000 fois 7%, plus 409 000 fois 5%, etc., etc. Et comme ça tu peux bien plus rapidement atteindre ton résultat et tu n'as pas besoin de rajouter de colonnes ou de calculs intermédiaires. Et la dernière formule qu'on va voir, c'est nb.jour.ouvré, qui va te permettre tout simplement de calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Ici, on a un tableau dans lequel on a des matricules et pour chacune de ces personnes-là, on a la date d'arrivée et la date de départ de l'entreprise. Ce qu'on veut faire ici, c'est calculer en nombre de jours ouvrés. Parce que le problème dans Excel, c'est que si tu calcules une différence entre deux dates, eh ben c'est assez simple. Tu mets ta date de fin moins ta date de début. Et là, tu obtiens un nombre de jours entre deux dates, mais c'est des jours calendaires. Donc ça va du lundi au dimanche et ça tient encore moins compte des jours fériés. Et donc si tu veux calculer un nombre de jours ouvrés, tu vas simplement écrire égal nb.jour.ouvré, et là tu vas ouvrir la parenthèse. Là ça te demande tout simplement ta date de départ, un point virgule, tu mets ta date de fin, et c'est bon, tu as calculé ton nombre de jours ouvrés entre deux dates. Mais il y a encore mieux, cette formule va te permettre de prendre en compte les jours fériés qui se situent dans l'année. Pour ça, tu as juste besoin d'utiliser l'argument jour férié qui est situé ici, et tu lui indiques une liste qui contient des dates qui correspondent aux différents jours fériés. Attention, cette liste de jours fériés, c'est toi qui dois la fournir à Excel. Il ne va pas automatiquement savoir si oui ou non le 1er mai est un jour férié, parce que ça va dépendre d'énormément de choses. Donc c'est toi qui dois définir dans une plage quels sont les jours fériés, pour qu'ensuite cette formule puisse en tenir compte. Tu as vu qu'au début, j'avais le résultat 107. En comparant ces deux dates-là, c'était le nombre de jours calendaires. Ensuite, juste en prenant en compte les jours ouvrés, on avait 77. Et maintenant, en déduisant les jours fériés, on arrive à 72. Et grâce à cette formule, tu vas très facilement pouvoir calculer le nombre de jours ouvrés entre deux dates. Tu verras, dès que tu sauras mettre en pratique et utiliser régulièrement ces formules, tu vas gagner un temps monstre. Mais maintenant, tu te dis peut-être que ça fait beaucoup de choses à retenir d'un coup. Et bien comme promis en début de vidéo, je t'ai rédigé un fichier récap de ces 10 formules, comme ça tu pourras toujours l'avoir à portée de main. Tu peux le télécharger sur le lien juste dans la description et je te dis à bientôt.